Mission accomplie pour l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Après s'être fait peur en début de seconde période, les hommes de Didier Deschamps ont su réagir pour finalement s'imposer 4-3 face à l'Argentine. La crise migratoire continue de diviser au sein de l'Union européenne et ce malgré l'accord conclu hier à Bruxelles lors d'un sommet des 28. Des incertitudes planent sur sa mise en pratique. Coup de tonnerre au sein de la classe politique américaine. Après l'arrestation d'un des responsables de campagne d'Hillary Clinton, Joel Davis a été arrêté pour abus pédosexuels. Bonjour, bienvenue si vous nous retrouvez sur RT France. On ouvre tout de suite notre page spéciale Coupe du Monde. C'est au terme d'un match complètement fou que la France a décroché sa qualification pour les quarts de finale du mondial. Après avoir ouvert le score en début de match, les Bleus ont été surpris en début de deuxième période avant de s'imposer sur le score de 4-3 face à l'Argentine. Une rencontre riche en buts et en émotions, analysée par Grégory Petitjean, notre envoyé spécial sur place. Un match d'anthologie, même je pèse mes mots. Lors des 3 premiers matchs de l'équipe de France, il y a eu 4 buts d'inscrits simplement. Et là, en une rencontre, 7 réalisations, vous vous rendez compte. Donc c'est le réveil des Bleus. Moi, en tant que journaliste, en tant que supporter également, faut le dire, je suis passé par tous les stades au niveau des émotions. La joie au début, l'espoir, la peur ensuite, l'inquiétude, la frayeur, de nouveau la joie. Et puis au final, la délivrance avec cette victoire 4-3. Ça commence très vite dans cette rencontre avec déjà un tir sur la barre transversale sur coup franc de Antoine Griezmann que l'on retrouve ensuite sur un penalty provoqué par Kylian Mbappé. Il marque Antoine Griezmann dans les mêmes buts que là où il avait scoré il y a 15 jours de cela face à l'Australie sur penalty. C'est sa 22e réalisation, donc 1-0 à ce moment-là. On est à la 13e minute de jeu. Et puis en fin de première période, il y a un éclair de génie d'André Di Maria, l'attaquant du Paris Saint-Germain, une frappe des 30 mètres qui trompe Hugo Lloris. 1-1, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, l'éclair de Lionel Messi sur un corner. Il récupère le ballon, un tir en pivot détourné par Mercado. Et là, 2-1 pour l'équipe d'Argentine. Et puis c'est Kylian Mbappé qui délivre la France à lui tout seul. 2 buts, un doublé pour l'attaquant du Paris Saint-Germain qui en est à 3 réalisations dans cette Coupe du Monde. Voilà donc la victoire qui s'impose, la France qui s'impose 4-3, même si en fin de rencontre, il y a donc un but marqué par Sergio Agüero dans les ultimes instants de cette rencontre. Les Français sont qualifiés pour les quarts de finale, comme en 2014 au Brésil. Ils avaient été éliminés par les futurs champions du monde allemands et ils affronteront donc du coup à Nijni Novgorod, soit l'Uruguay, soit le Portugal, 2 équipes qui s'affrontent ce soir du côté de Sotchi. Il est très certainement l'homme du match, auteur d'un doublé. Kylian Mbappé est le plus jeune joueur à avoir marqué par 2 fois au cours d'un même match en Coupe du Monde depuis Pelé en 1958. Pour Marion Edalo, journaliste spécialisée en football, il est l'un des futurs patrons de cette équipe tricolore. Écoutez. C'est un joueur qui, je crois, est en train de prouver qu'il a le talent d'un Ronaldo, d'un Neymar. C'est ça qu'il est en train de nous prouver, Kylian Mbappé. Alors on a toujours un peu de mal à le... Comment dire ? Il est tellement jeune, ça fait qu'1 an et demi finalement qu'on le connaît réellement, qu'il prouve des choses. D'abord à Monaco, puis au PSG. Mais c'est pas par hasard que ce joueur coûte 180 millions d'euros. C'est pas par hasard que le Paris Saint-Germain en a fait un titulaire indiscutable. C'est pas par hasard que Didier Deschamps en a fait un titulaire indiscutable. Il a des moyens exceptionnels. Moi, il me rappelle parfois Ronaldo l'ancien, le Brésilien. Je trouve qu'il y a du Ronaldo en lui. Il a beaucoup de... Il est capable de tout. Il est génial sur ce penalty qu'il offre à Griezmann. Il est absolument fabuleux.
Voilà, que dire d'Mbappé, il est extraordinaire. Tout le monde avait un petit peu peur de Kylian Mbappé dans les premiers matchs, mais c'est une montée en puissance. C'est une montée en puissance, l'équipe de France. Les supporters français vont sûrement célébrer la qualification des Bleus dans les rues de Kazan. Petit tour de cette ville qui a vu le jour au XIe siècle avec Grégory Petitjean, notre envoyé spécial. Bienvenue à Kazan, la 6e ville de Russie, 1,2 million d'habitants, une ville située à environ 750 km de Moscou, une ville qui a été fondée en 1005 exactement. Ensuite, c'est Ivan le Terrible qui est venu, qui a pris cette ville au XVIe siècle. Kazan, c'est la capitale de la République du Tatarstan. C'est une ville où cohabitent les Français, les Argentins. C'est une ville où cohabitent également les orthodoxes et les musulmans, puisqu'il y a autant d'églises que de mosquées. L'une des spécialités ici en Russie, c'est une boisson, son nom le kvass, une boisson fermentée, pétillante, faiblement alcoolisée, moins de 2% d'alcool. C'est donc une sorte de cidre local. À la vôtre, à la santé. C'est bon, c'est frais, comme le match des Bleus. Je suis ici au cœur du Kremlin. En français, Kremlin, ça signifie forteresse, citadelle. Un Kremlin qui a été érigé par Ivan le Terrible lorsque ce dernier a pris la ville aux dépens des Mongols en 1552. Et dans le Kremlin, il y a la mosquée Kol Sharif. Elle a été construite en 2005 et à l'époque de sa construction, elle était considérée comme la plus grande d'Europe, derrière celle d'Istanbul. Autre spécialité culinaire ici dans le Tatarstan, le tchatchak. C'est une spécialité sucrée à base de miel, à base de biscuits également. Et comme on parle de cuisine, sachez que Kazan signifie chaudron. Et justement, derrière moi, il y a un bâtiment en forme de chaudron. Il s'agit du palais des mariages. C'est là que les mariages sont célébrés à Kazan. Pour cause de Coupe du Monde, évidemment, le palais est fermé. Mais des alliances, des amours peuvent se créer également juste à côté. Il s'agit de la FIFA Fan Fest. Et il peut y avoir, pourquoi pas, des amours entre des Français et des Argentines, n'est-ce pas les gars? Les Argentines, on vous aime. Et ouais, les Français, ils aiment les Argentines et moi j'aime le tchatchak. Autre affiche de ces huitièmes de finale. Aujourd'hui, l'Uruguay du Parisien Edinson Cavani affronte dans moins d'une heure le Portugal du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Une rencontre sans doute suivie avec attention par les supporters français puisque l'une des deux équipes affrontera les Bleus en quart de finale. Après la France, ce sera donc au Portugal et à l'Uruguay de décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Les supporters sont nombreux et toujours plus motivés. Regardez.
Des supporters qui assurent l'ambiance avec des rendez-vous en parallèle de la compétition, comme à Moscou avec ce festival qui rend hommage au Mexique. Reportage de Vera Goffman, notre correspondante sur place. Nous ne sommes pas au Mexique et même pas au tournage du dernier James Bond. Mais la fête des morts, ça se passe ici à Moscou maintenant, lors du mondial. Et tous les supporters, les Russes, les Mexicains et tous les autres coins du monde peuvent découvrir aujourd'hui la culture mexicaine ici à Moscou. C'est vraiment important car c'est le jour où vous pouvez vous souvenir de tous vos ancêtres, de tous les gens que vous aimez et qui ne sont plus avec vous en chair et en os. Ce festival est très particulier. Il a son charme, comme les Mexicains, et l'atmosphère ici est incroyable. Je m'amuse et je suis très contente qu'il y ait ce festival mexicain. Je suis fière du Mexique et je suis contente de voir tous ces gens ici porter intérêt à notre culture. C'est une fête formidable, une fête de vie. C'est une occasion rare que de se plonger dans la culture mexicaine en plein centre de Moscou. Je ne sais pas où on peut voir ça ailleurs. Ce sont des émotions incroyables que tout le monde devrait pouvoir ressentir. Les artisans mexicains présentent leurs travaux ici. On peut voir ici les statuettes, les assiettes traditionnelles et évidemment, il y a aussi les têtes de mort qu'on peut acheter. Moscou s'est transformé aujourd'hui en capitale mexicaine et ça c'est grâce au mondial. Et on verra combien encore de surprises nous réserve encore la Coupe du Monde. Dans le reste de l'actualité, cet accord conclu dans la douleur hier au sommet des 28 à Bruxelles. Il concerne la crise migratoire. Alors si les Européens revendiquent un succès malgré leur division sur la question, on s'interroge déjà sur sa mise en œuvre. Explication de Lucas Léger. Ils sont sortis avec le sourire. Pour les principaux membres des 28, assis à la table des négociations, l'accord sur l'immigration semble être le bienvenu. Nous avons obtenu un accord hier, ce qui est une très bonne chose, à un moment où nombre des commentateurs prédisaient l'absence d'accord et la rupture. C'est un pas important dans la bonne direction. Nous ne sommes bien sûr pas encore au bout du chemin, mais vous pouvez bien vous imaginer que les approches étaient extrêmement différentes entre les États membres et que nous sommes arrivés à faire converger tous ces intérêts dans toutes les directions qui sont liés à la question de la migration. Mais dès l'issue du sommet, les réserves vont commencer à poindre directement depuis Bruxelles. Il est beaucoup trop tôt pour parler d'un succès. Nous avons réussi à obtenir un accord au sommet, mais c'est en fait la partie la plus facile de la tâche, comparée à ce qui nous attend sur le terrain quand nous aurons commencé à le mettre en œuvre. Car il est vrai que les écueils se laissent déjà entrevoir sur le parcours des États membres vers la mise en pratique de l'accord. La question des plateformes de débarquement hors Union européenne ne plaît pas à tous sur le pourtour de la Méditerranée. Après le refus catégorique du Maroc et de l'Albanie, ce sont désormais les réserves du maréchal Haftar, homme fort de la Libye, qui viennent entacher le succès affiché de l'accord. Ce dernier refuse toute présence militaire étrangère dans le sud de la Libye, sous prétexte de lutte contre l'immigration clandestine. Autre problème, le refus des pays européens eux-mêmes d'ouvrir sur leur territoire des centres contrôlés. Le président français a d'ores et déjà annoncé qu'il n'en mettrait pas en place sur le territoire national. La France, qui n'est pas un pays de première arrivée, compte tenu de sa situation, n'ouvrira pas de centre de ce type. Mais les pays qui aujourd'hui sont des pays de première arrivée et qui portent seuls la charge
de ces dites arrivées auront un financement et une solidarité européenne grâce à cette solution, s'ils la souhaitent. Il appartient à l'Italie de choisir, mais l'Italie solliciter une solidarité européenne, c'est la réponse en termes de solidarité européenne qui a été apportée. Ce à quoi la réponse de l'Italie ne s'est pas fait attendre. Macron était fatigué, je le contredis, nous avons tous fini tard, à 5 heures. Si la question est de savoir si nous allons reprendre les migrants qui ont été enregistrés en Italie et les ramener à la suite de cet accord, la réponse est non. Selon un sondage commandé par le quotidien Le Figaro, 60% des Français estiment désormais que les pays accueillent trop de migrants et seulement 10% sont favorables à plus d'accueil. L'hostilité croissante des opinions publiques envers l'immigration illégale pourrait inciter de plus en plus de dirigeants européens à se renvoyer mutuellement la responsabilité de l'accueil des migrants. Alors, accord ou pas, la résolution de la question migratoire semble loin d'être résolue en Europe. Cet accord ne règle en rien la crise migratoire. C'est l'avis de Christophe Pirel, ancien chef de cabinet adjoint de François Hollande à l'Élysée. Ce qui s'est passé hier, vous savez, les chefs d'État peuvent essayer de s'en satisfaire. En vérité, c'est un accord de façade. Et derrière, la façon dont ça va se dérouler, ce qui va se passer, ne règle en rien les problèmes migratoires. Et on essaie de repousser en fait le problème vers l'extérieur. On essaie de faire en sorte que on ne voit plus le problème. Mais la question de la migration n'est pas réglée. Vous savez, je veux dire une chose simple. On ne doit plus être contre ou pour les migrations. La question de la migration est une réalité. Et donc il faut la prendre en compte. Le monde de demain va bouger. Les conflits ne vont pas s'arrêter. Les problèmes environnementaux vont continuer et ça va créer encore plus de migration. Et si nous ne sommes pas capables de répondre plus fermement, si nous ne sommes pas capables de trouver des vraies solutions sur les migrations et qu'on continue à se voiler la face, ça ne réglera rien. Sans cet accord des 28, la cohésion au sein de l'Union européenne aurait été bien plus compromise à l'avenir. C'est l'avis de Georges Stevenard, responsable à l'Institut de la protection sociale européenne. Il était notre invité ce matin. Je crois que ce qu'il faut mettre en avant au lendemain de la signature de cet accord, enfin du consensus qui a pu finalement être dégagé autour de cet accord et les conclusions qui en ont été tirées par le sommet européen, c'est d'abord une question politique qui était essentielle, c'était celle de la survie de l'Union européenne. Parce que si on ne parvenait pas à un accord lors de ce sommet, il est certain que sur une question qui est considérée comme brûlante et évidemment extrêmement importante par tous les États, je veux dire la construction européenne se retrouvait vraiment mise en question. Ça, c'était déjà un premier point qui se trouvait à l'arrière-plan. Un autre point à souligner, c'est que dans plusieurs des États de l'Union européenne, cette question est devenue elle-même explosive. Et c'était le cas en particulier en Allemagne. Donc on a sauvé les meubles. Ça je crois que c'est très important. Alors maintenant, en ce qui concerne la mise en œuvre de cet accord tel qu'il est rédigé, tel qu'il est sorti de Bruxelles hier, là, on voit bien que déjà au niveau des interprétations dans chaque pays, selon les positions politiques des uns et des autres, ou bien on s'en félicite, ou bien on remet complètement en cause l'utilité, l'impact réel de cet accord. Et quelques heures après la signature de cet accord, ce nouveau drame en Méditerranée, un navire avec des migrants à bord a chaviré au large des côtes libyennes. 3 bébés sont morts et une centaine de personnes sont toujours portées disparues. Seuls 16 migrants ont pu être sauvés. Selon leurs témoignages, le moteur a pris feu après une explosion et c'est ce qui a provoqué le naufrage de l'embarcation. Les rescapés ont été transférés dans un centre de rétention pour migrants. C'était l'un des responsables de campagne d'Hillary Clinton pour l'élection présidentielle de 2016. Il est connu pour son activisme contre les violences sexuelles. Et pourtant, Joel Davis, candidat au prix Nobel de la paix, vient d'être arrêté par le FBI. La justice américaine l'accuse d'abus pédosexuels. Joel Davis, 22 ans, est connu pour son combat contre les violences sexuelles. C'est sans doute ce qui rend sa récente arrestation si inconcevable. L'homme est envoyé spécial pour la jeunesse à l'ONU et dirige une organisation caritative qui compte environ 5000 membres. Arrêté, il est suspecté d'avoir incité un mineur à se livrer à des activités sexuelles et d'avoir possédé et diffusé du contenu pédopornographique.
Avant son arrestation, Joel Davis était invité dans des émissions télévisées pour s'exprimer sur les violences faites aux enfants. Les victimes doivent avoir la force de s'exprimer, de parler de tout ça, car nous savons ce qu'il se passe. Les ONG le savent, l'ONU le sait. Donc nous devons essayer d'insuffler une volonté politique pour agir contre ce problème. Les victimes doivent se manifester. Piégé par des agents secrets américains sur Internet, le jeune étudiant déclare être intéressé par les enfants dès leur naissance et ne pas avoir de limites. Il déclare aussi s'être déjà livré à des expériences sexuelles sur des enfants de 9 mois, 6 ans et 7 ans. Le département de la justice se dit consterné par cette affaire. Le comportement reproché à Joel Davis est aussi inimaginable qu'écœurant. Et comme cette affaire le montre, les forces de l'ordre continuent de surveiller attentivement les recoins les plus sombres d'Internet pour traduire en justice ce type de prédateur. Lors d'une récente interview, Joel Davis expliquait combiner le bénévolat avec ses études et avoir l'impression de vivre une double vie. Des mots qui prennent aujourd'hui tout leur sens. En France, les automobilistes vont devoir lever le pied dès demain sur plus de 400 000 km de route. De 90 km/h, la vitesse a été abaissée à 80 sur certaines routes de l'Hexagone. Sont concernées les routes à double sens sans séparateur central. Une mesure très décriée. Plusieurs associations ont été appelées à manifester aujourd'hui. Parmi elles, 40 millions d'automobilistes et la Fédération française des motards. On retrouve sur l'esplanade du château de Vincennes notre reporter Lucas Léger. Ils sont plusieurs centaines d'automobilistes réunis ici sur l'esplanade du château de Vincennes, des automobilistes et des motards, tous réunis sous le même drapeau, celui de la lutte contre cette mesure qui rentre en vigueur dimanche, une mesure qui baisse la vitesse à 80 km/h sur 400 000 km de route, des routes souvent de campagne, des routes sans séparateur central et à double sens, une mesure inacceptable pour ces personnes. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. Comment qualifier cette mesure à part de débile ? Pourquoi on est là ? Parce qu'on va continuer à se battre contre cette mesure-là, justement, parce que nous, on trouve qu'elle est complètement ridicule. On va nous faire croire qu'on va économiser énormément de vie avec cette mesure-là. Monsieur Barbe et Monsieur Philippe ont décidé de faire des grandes campagnes de communication à grand renfort d'euros. Plusieurs millions d'euros qui devraient être investis dans la formation, qui devraient être investis sur les routes et non pas dans des campagnes de communication pour faire passer une mesure complètement débile. Demain, on met en place une mesure qui est rejetée par 76% des Français et plus de 80% des usagers de la route. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est absolument pas comprise. Et pourquoi elle n'est pas comprise ? Il n'y a aucun modèle autour de nous. Citez-moi un pays où on a mis une telle mesure en place, 400 000 km de route à 80. Ça n'existe pas. Autre participant emblématique, le leader de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Il a tenu à être présent ici pour assurer les automobilistes de son soutien. C'est une mesure qui va faire gagner de l'argent à l'État à travers les radars, les péages. Et pendant ce temps-là, il y a les chauffards, c'est-à-dire les vrais dangereux, qui ne sont jamais punis par la justice. Donc moi je trouve que plutôt que d'embêter les millions de Français, il faudrait s'attaquer aux vrais chauffards. Voilà. Le Premier ministre Édouard Philippe est très attaché à ce projet qu'il sait impopulaire, mais pour lui l'essentiel est de sauver 400 vies par an selon ses dires. Il a pris l'exemple du périphérique, baissé à 70 km/h il y a quelques années, et ce qui aurait permis selon ses dires à 18% de baisse d'accidents sur cet axe. Mais pour ces manifestants, il est surtout question de remplir les caisses de l'État avec des PV. En tout cas, si vous prévoyez de prendre la route ce week-end, soyez rassurés, le Premier ministre a donné pour instruction à la police et à la gendarmerie de faire preuve de retenue, du moins dans un premier temps. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre la politique migratoire de Donald Trump. Elles réclament le regroupement immédiat des enfants et parents clandestins arrêtés à la frontière mexicaine. Donald Trump a mis un terme à sa politique de séparation de famille la semaine dernière, mais près de 2000 enfants attendent toujours de retrouver les leurs. À Gaza, ils étaient des milliers à avoir assisté aux funérailles du jeune fils d'un commandant du Hamas tué par les forces israéliennes hier à la frontière avec l'État hébreu. De son côté, Tsahal justifie la mort des 2 Gazaouis par des jets de pierre sur ses soldats. Au Yémen, des milliers de personnes se sont rassemblées aussi à Sanaa pour protester contre l'offensive menée à Hodeïda par les forces saoudiennes. Le port d'Hodeïda est le principal point d'entrée du pays pour l'aide alimentaire. Selon l'ONU, le Yémen connaît la pire crise humanitaire de la planète. 8 millions de personnes sont menacées par la famine.
On en vient à cette interview de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a répondu aux questions de la chaîne britannique Channel 4. Il a évoqué la future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ça se passe le 16 juillet prochain à Helsinki. Écoutez. Une ou deux questions pour conclure à propos du sommet. Beaucoup de gens pensent que la Russie possède des informations compromettantes sur Donald Trump. Cela facilite-t-il les relations entre Moscou et le président américain ? Je découvre pour la première fois que nous détenons des informations compromettantes sur Donald Trump. C'est en tout cas ce que le procureur spécial Mueller essaie de dénicher. J'ai arrêté de lire ce qui s'écrivait sur cette enquête, avec tout ce qu'on peut entendre sur ce sujet. Vous savez, quand Rex Tillerson était secrétaire d'État, il a par le passé certifié qu'il avait en sa possession des preuves accablantes. Alors je lui ai demandé, Rex, pourriez-vous nous livrer ces preuves accablantes ? Nous cherchons à comprendre la situation. Peut-être que nous pourrions alors vous aider à la tirer au clair. Il a répondu, eh bien, nous ne pouvons pas vous les divulguer. Nous ne pouvons pas dévoiler nos sources. Et d'ailleurs, vos services secrets savent tout, demandez-leur. Est-ce de cette façon que l'on peut résoudre des problèmes sérieux ? Cette affaire a été instrumentalisée pour nuire aux relations russo-américaines. Et la réponse que j'avais obtenue de sa part, je ne peux pas la qualifier de raisonnable. C'est puéril. J'espère que ceux qui essaient de prouver que nous avons déterminé via une société Internet le destin du pays le plus puissant de la planète comprendront à quel point tout ceci est absurde. J'ai appris qu'aux États-Unis, les démocrates se montraient nerveux, tout comme au Royaume-Uni d'ailleurs. Il me semble que The Times a rapporté à la suite d'une fuite que des membres du gouvernement britannique s'inquiétaient que Trump et Poutine puissent s'entendre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'information dans 30 minutes, restez avec nous sur RT France.